Eh bien, les 14h05. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle session du webinaire mensuel Les rendez-vous de la classe dehors. Nouvelle session intitulée L'école, le cœur battant d'une ville à hauteur d'enfant. Moi, je suis Thomas Germain, je suis cofondateur et directeur de la Fabrique des communs pédagogiques. Pour rappel, les webinaires, les rendez-vous de la classe dehors, c'est donc un webinaire mensuel que l'association organise depuis 2021. Cette session, c'est la dernière avant la petite pause estivale. On reprendra en septembre. Je vous partage immédiatement dans le chat le lien pour prendre connaissance de la programmation des prochaines séances de la rentrée et puis vous inscrire si les sujets vous intéressent. Cette session est enregistrée puisque tous les webinaires sont disponibles ensuite gratuitement en replay sur la chaîne YouTube de la Fabrique des communs pédagogiques. Si par hasard vous ne souhaitez pas que vos visages apparaissent dans le replay, je vous invite à tout simplement couper la caméra. Voilà, je rappelle aussi que ces webinaires sont organisés gratuitement, donc pour aider à contribuer à leur organisation et puis à les maintenir dans le temps long, on en appelle aussi à votre soutien et à votre générosité. Donc j'ai partagé un formulaire pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent mettre en place un petit don pour soutenir l'organisation de ces webinaires, c'est très précieux. Et puis voilà, donc on est ensemble pour 1 heure autour du sujet de l'école et du lien entre école, quartier et ville à hauteur d'enfant, comment l'école peut être un moteur de la ville à hauteur d'enfant. On est ensemble pendant 1 heure avec Corinne Mazel, qui est donc enseignante, qui est enseignante retraitée et qui enseigne conseillère pédagogique en EPS et formatrice, qui a beaucoup travaillé le sujet de la classe dehors et qui anime le blog Enseigner dehors, qui nous en parlera davantage. Benjamin Gentil, un des cofondateurs de la Fabrique des communs pédagogiques. Et puis Inès et Marilus, qui sont membres de Forum Grosselin en Suisse. On continue aussi ce volet où les rendez-vous de la classe dehors s'internationalisent avec des intervenants non français. Donc on est ravis aussi de vous accueillir pour que vous nous présentiez vos actions à Forum Grosselin en Suisse. Et puis voilà, puis on prendra un petit temps après ces 3 interventions pour échanger avec vous, répondre aux questions et puis compléter. Et donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole en premier à Corinne pour que Corinne nous raconte un petit peu les différentes actions qu'elle a pu mener et les sujets qu'elle a pu explorer sur le lien entre l'école et la ville à hauteur d'enfant, notamment à travers son blog et ses activités. Et merci à tous et toutes d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je ne vais pas m'étaler longtemps sur ma propre présentation puisque tu as déjà fait ça très bien, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Puisque je suis effectivement une ancienne conseillère pédagogique qui a pas mal travaillé sur la classe dehors et qui, depuis qu'elle est à la retraite, continue via un blog, tu en as parlé, qui s'intitule Enseigner dehors en ville. Et je vous propose d'évoquer rapidement ce blog qui s'appuie sur ma trajectoire et reflète les activités que j'ai pu mener, que je continue à mener en lien avec la classe dehors. Et après l'avoir évoqué rapidement, j'en reviendrai au cœur du sujet. Donc, ce blog, c'est l'aboutissement un peu logique d'un cursus professionnel et puis d'une réflexion étayée par des méthodes, des démarches et des pratiques que je ne vais pas détailler ici. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je vous invite, si vous voulez, à regarder la page à propos du blog où j'explique un peu tout ça. Il propose des pistes de réflexion sur ce que peut signifier faire classe dehors en milieu urbain. Les rapports entre cette démarche qui originellement était très liée à la forêt, au monde rural, et sa transposition en ville. Euh, c'est un peu le cœur de ma problématique. Et cette transposition qui entraîne une éducation de la nature et puis aussi son ancrage dans des mouvements pédagogiques existants ou ayant existé, les mouvances qui peuvent la traverser et puis les obstacles qu'on peut rencontrer et franchir et comment les franchir. Et puis enfin pas toutes, hein, les possibilités à créer, je dis pas toutes les possibilités parce que j'ai absolument aucune prétention à l'exhaustivité. Voilà pour la présentation du blog. Et donc, je reviens à la thématique du webinaire.
Quand on m'a dit le titre, là, L'école, le cœur battant d'une ville à hauteur d'enfant, je trouvais ça très joli, cette idée du cœur battant. Le cœur, c'est lui qui fait circuler le sang dans les veines et les artères. Et je me disais, bah oui, les veines et les artères, ça pourrait être les rues de la ville et ce qui y circule, ça pourrait être les enfants. On a remarqué qu'il y avait moins d'enfants que de voitures et c'est peut-être là qu'il faut appuyer. Parce que quand on veut faire classe dehors en ville, la rue est un sujet absolument incontournable. Euh, et c'est pour ça que j'ai consacré quelques articles dans le blog. Donc, je vous propose un focus sur le thème de la rue à partir de trois ou quatre de ces articles. Donc, le premier qu'on peut voir, il s'intitule Dans la rue, espace social. Et c'est la question de l'espace social qui est à la fois l'école, qui est un espace social, et la rue est un autre espace social. Et quand on fait classe dehors euh, dans la rue, ça entraîne la délocalisation, je vais y arriver, d'un espace social, la classe, à un autre espace social, la rue. Et ça sert un peu de révélateur de ces deux espaces, dans la mesure où elle donne à voir au moins en partie ce qui se passe à l'école et qui est d'habitude cantonné derrière les murs, et ça soumet ce qui se passe justement dans l'école, ça le confronte au regard, voire au jugement des passants, des usagers de la rue, et donc ça, c'est un phénomène dont on peut tenir compte. Et puis sortir avec une classe dehors en ville, c'est aussi intervenir dans l'espace public, qui est un autre espace social, la rue, qui peut devenir aussi un lieu de pratique, de ressources, d'interaction. Et c'est une forme d'appropriation euh, d'un espace qui peut être connu des élèves quand il s'agit de leur quartier. Mais cette appropriation, elle est complètement différente de ce qu'elle est dans la familiarité extrascolaire qu'ils vont avoir avec ce lieu. Et enfin pour moi, il me semblerait vraiment intéressant que l'enseignant s'appuie sur cette connaissance que l'élève en a, enfin, et qu'il la prenne en compte, quoi, qu'il la recherche. Et ça permettrait à l'école d'aller vers le milieu de l'enfant, vers sa culture. Donc, j'ai parlé d'appropriation. J'en viens donc au deuxième article sur lequel je m'appuie. Euh, si on a un peu dans les papiers. Et la rue, les acquis. Alors, on connaît la question, c'est même devenu un slogan qu'on a entendu dans d'autres circonstances. Mais poser cette question, pour moi, ça vient constater la coupure qui peut exister entre l'école et les espaces urbains, et ça pousse à repenser la place des enfants dans les villes. En l'occurrence, euh, la place des enfants dans la rue, qui est, comme j'ai déjà dit, la passage incontournable de la classe de leur envie. Donc, si sortir avec une classe en ville, c'est circuler dans l'espace urbain, ça présente des inconvénients, voire des dangers, et ça a des règles dont il faut absolument tenir compte. Donc, il me semble que se Corinne, déplacer dans la rue, Corinne, oui, pardon de t'interrompre. oui. On entend ton son de manière assez saccadée. Est-ce que tu peux essayer de couper ta caméra pour on entende peut-être un peu mieux le son? Je coupe ma caméra, c'est ça? Oui, je pense que Alors, oui, ça sera peut-être un peu mieux. est-ce que là, ça va mieux? Oui, ça semble mieux. Bon, ça va mieux là? Pardon de t'avoir interrompu. Vas-y. Bon, alors j'essaye de continuer comme ça. Alors, je disais que sortir dans une classe en ville, il fallait, pardon, faire classe dehors en ville, il fallait prendre en compte les inconvénients et les dangers qui sont inhérents à ce milieu. Donc, se déplacer dans la rue, ça devrait être considéré comme un apprentissage. Et c'est pas toujours explicité, mais ça mériterait quand même qu'on lui consacre quelques séances. Donc cet article-là propose une appropriation par l'essence et une approche des usages et des articles des règles de la rue.
Voilà. On peut aussi pour ça s'appuyer sur le trajet des élèves, sur un trajet qui leur est familier. Il y a un autre article comme ça qui est le chemin de l'école, mais qui m'a semblé peut-être moins approprié. Alors, enfin, dernier point euh, sur la rue, comme on a parlé d'appropriation, c'est aussi pour en faire un objet d'apprentissage, mais en prenant en compte que la rue peut être aussi une source d'apprentissage. Donc, source et objet d'apprentissage. Et donc, ce dernier article tient compte d'une démarche pédagogique qui a été présentée dans un atelier mené dans le cadre des RICD, des rencontres internationales de la classe dehors. Il s'agissait de rechercher des points d'articulation entre les éléments constitutifs de la rue, des savoirs scolaires à acquérir par les élèves et la culture qu'ils ont de la rue et de leur quartier. Il y avait un plan et des cartes qui étaient support des activités pour étayer la démarche. Donc, c'est juste une démarche pédagogique, parmi d'autres, hein, pour faire travailler sur la rue et se l'approprier. Et en fait, donc, je vais terminer sans pour autant conclure avec le dernier article publié qui porte sur la canicule, parce que c'est pas possible de parler de classe d'enseignement, de classe, qu'elle soit dehors ou dedans, sans évoquer les journées de canicule qu'on vient de traverser. Bon, clairement, on n'était pas prêt. C'était un constat assez général pour traverser ça sans trop de dommages. Et donc, on sait bien que de gros efforts doivent être faits pour que la ville, ses espaces, ses bâtiments, en particulier les écoles, bien sûr, mais aussi les crèches, les hôpitaux, les EHPAD, tout ça, résistent au retour des vagues de canicule qui vont pas tarder, puisqu'il y en a d'autres qui sont annoncées. Et c'est pas parce que les vacances arrivent que les écoles seront pas occupées, puisque au moins à Paris, elles sont souvent occupées par les centres de loisirs. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour continuer non seulement de tenir, mais d'enseigner et de faire classe dehors en ville. Donc, pour terminer sur une note un peu plus légère, je vais revenir après un petit détour au titre du webinaire. Je trouverais euh, intéressant de demander, pardon, je me perds, mais c'est un petit détour qui passe par une piste pédagogique euh, qui serait un travail à faire avec les élèves de cycle 3, par exemple de repérage sur plan, sur carte, sur Google Maps, d'espace, de lieux verts et susceptibles d'accueillir des classes dehors. Et après, de les explorer, de les repérer physiquement, de les explorer si c'est possible et de voir s'il est possible d'y faire classe dehors, de voir à qui ces lieux appartiennent, comment on fait pour y aller, quelles autorisations, etc. Je trouve que c'est un genre d'enquête que pourraient mener des élèves de cycle 3 qui pourrait être assez passionnante et qui les mènerait aussi à une appropriation, je tiens beaucoup à ce mot-là, de la ville ou de leur quartier. Et enfin, je termine avec je reprends le titre du webinaire, L'école, le cœur battant d'une ville à hauteur d'enfant. Je trouve que ça pourrait ouvrir une autre piste de travail avec les élèves. Je trouverais aussi intéressant de demander aux enfants ce qu'ils pensent de cette idée, de travailler là-dessus. Déjà sur le cœur, c'est quoi un cœur? C'est où? À quoi ça sert? Sur les différents sens du mot, pardon, c'est un organe, ça peut être considéré comme le centre, c'est aussi le siège de l'amour, des expressions qu'il utilise. Donc, demander aux enfants ce que serait pour eux le cœur de la ville, c'est pas sûr qu'ils disent que ce soit l'école, peut-être qu'ils vont répondre la mairie ou leur maison, on ne sait pas. Et si on prend le cœur dans le sens affectif du mot, qu'est-ce que serait le cœur de la ville pour eux? Pardon. On imagine vraiment le bien, enfin moi j'imagine bien les pistes de travail couvrent cette réflexion dans différents domaines d'apprentissage. Donc c'est là-dessus que je vais terminer. J'espère que je n'ai pas trop dépassé les 10 minutes et que je n'ai pas parlé trop vite et que c'était à peu près clair. 10 minutes Et je vous pile, remercie c'est de bon. m'avoir écouté. Pour le timing. Merci beaucoup, Corinne. J'ai repartagé dans le chat les liens vers les 3 articles qui ont été présentés. Ça permettra d'aller un petit peu plus en détail et de Merci. les consulter pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin.
Et puis, bah, sans plus attendre, je propose d'envoyer la parole à Benjamin Gentil. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok. Signalez-moi si à un moment ça devient saccadé, mais je crois que normalement j'ai une bonne connexion. Il y a mille et une manières de parler d'éducation dehors et de vie à hauteur d'enfant. Euh, Aujourd'hui, je vais me focaliser un petit peu sur, euh, sur le volet pédagogique et davantage sur toutes les actions que peuvent mettre en œuvre les collectivités en matière d'aménagement de l'espace public, de facilitation de la construction de partenariats avec les associations et avec les écoles. Et en regardant la période récente de canicule sur temps scolaire, je voudrais parler un petit peu, est-ce que c'est mieux, Étienne? Vous m'entendez? Ouais, vite fait. Je me rapproche au plus du micro. Je voudrais parler un peu de rythme. En plus, il y a eu une convention sur les rythmes scolaires. Et je voudrais parler des rythmes de la journée parce que c'est pas valable uniquement en ville. Mais la question d'espace, c'est aussi une question de temps. Et on le voit pendant la canicule. Il y a des espaces scolaires, ils ne sont plus forcément utilisables entre 9 heures du matin et 18 heures le soir. Et donc, ça s'est matérialisé notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais par de nombreuses annulations de kermesses. Ces derniers jours, il y a plein de kermesses qui ont été annulées parce qu'elles avaient été prévues en pleine journée, sous le cagnard, dans des espaces bétonnés. Et donc, malheureusement, ce rituel de passage, de célébration d'une année scolaire et de passage d'une année à l'autre a été annulé. Je vais vous mettre dans un autre contexte qui était celui de 2020 et du confinement et de toute la période de la crise sanitaire. L'école a été mise fortement sous tension. Et on avait alors, avec la Fabrique des communs pédagogiques, créé un dispositif euh, qui me semble pour être parfaitement adapté euh, à la fois pour anticiper l'année prochaine de nouvelles annulations de kermesse dans des contextes urbains où il fait trop chaud, mais aussi peut-être de venir s'y substituer dès cette rentrée pour compenser l'absence de ce moment de rencontre entre enseignants, parents, élèves qui a manqué et qui aura manqué dans un certain nombre d'écoles. C'était un dispositif qui s'appelait la Nuit des écoles. Je vous mets le site web comme ça. Après, je peux arrêter de parler et vous pourrez regarder derrière. Donc, ça avait été créé par un géographe qui s'appelle Luc Giadzinski, qui a notamment participé à la structuration du champ des Night Studies en France. Ça a été créé par deux enseignants. On avait travaillé ça avec Erwan Vapro, qui est enseignant en CE2, CM1 dans l'Académie de Rennes, et avec Nolwenn Guillou, qui est directrice d'école en Bretagne aussi. C'est un dispositif très breton. Et puis, on avait travaillé ça également avec une Bretonne, Lisiane Lagadic, je ne le fais pas exprès, qui est designer. Et donc ce dispositif visait à se retrouver à la tombée de la nuit. La nuit, ça ne veut pas dire à 4 heures du matin, hein. Il commence à faire nuit plus tôt, notamment au mois de septembre et à la rentrée. C'est de se dire, on peut se retrouver en convivialité. À l'époque, c'était simplement de dire, on s'est quitté sous le stress du Covid, on a peut-être envie de se retrouver à la rentrée de manière un petit peu plus pacifiée. Et donc, c'est se dire, on va se retrouver à la tombée de la nuit, au moment où un certain nombre d'animaux commencent à sortir, un moment où les étoiles vont se révéler, au moment du crépuscule, où on arrive encore à reconnaître les végétaux, et en s'appuyant sur une association naturaliste. Je reprends Étienne parce que je te vois, ouais, il y a le réseau d'éducation à l'environnement en Auvergne qui est parmi nous, mais il y a des milliers et des milliers d'associations naturalistes qui existent partout et de personnes qui sont en mesure de faciliter l'organisation de balades sur un territoire. Et donc l'idée, c'était la suivante, et finalement, c'est une idée d'éducation par et au territoire, de réappropriation de son espace urbain et de connaissance du vivant et de la biodiversité, de se dire on va se retrouver
peut-être vers 18 heures avant la rentrée ou bien à la rentrée. On va mélanger enseignants, parents et élèves et on va les accompagner, leur permettre d'aller arpenter leur territoire à la tombée de la nuit pour découvrir, en fonction des associations mobilisées et mobilisables, des connaissances des parents aussi. On peut s'appuyer sur la connaissance des parents des élèves pour aller découvrir le vivant de son territoire et avoir une balade conviviale. Donc c'était le principe de la nuit des écoles. Et puis après, on invitait tout le monde à revenir dans l'école, à partager un repas convivial dans une cour de récréation un petit peu plus fraîche, parce qu'on s'est retrouvé à 18, à 19 heures. Il faut penser, on est fin août, début septembre, donc la tombée de la nuit, c'est plus 22 heures. On a fait le temps qu'on se retrouve, qu'on parte, qu'on fasse la balade, qu'on revienne. Il est peut-être 20h30, 21 heures. Il fait davantage frais. Des tables, des chaises mises à disposition par la commune, peut-être dans les réserves de l'école, permettent d'avoir un repas partagé, comme pour les kermesses. Euh, on peut avoir des gâteaux qui ont été préparés, une vente de gâteaux, une tombola, et puis c'est aussi l'occasion pour les enfants de partager les uns avec les autres ce qu'ils ont appris. On avait été un petit peu plus loin aussi parce que c'était une démarche qui concernait des écoles de tout milieu et donc on avait travaillé à des jumelages entre ce qu'on appelait des écoles des villes et des écoles des champs pour que des élèves de milieux ruraux partageaient leurs découvertes avec des élèves de milieux urbains. Voilà. Et je vais être assez concis aujourd'hui, mais l'idée, c'est de se dire que la contrainte climatique, faire ville à hauteur d'enfant, c'est aussi s'adapter aux contraintes de vie et répondre à l'enjeu d'habitabilité des territoires qui se pose à nous de manière assez prégnante ces derniers temps. Et ça nécessite plein d'adaptations, plein de complexités, hein. Je ne vais pas parler du salaire des enseignants sur ce temps-là, il ne s'agit pas de l'éluder. Je ne vais pas parler des questions d'assurance, donc il ne s'agit pas de proposer des solutions simples et clés en main, mais de donner des pistes de réflexion qui permettent de répondre à des problématiques serait un euphémisme, à des risques climatiques majeurs qu'on traverse aujourd'hui dans nos différents territoires, et en essayant de garder, en fait, de garder de l'humanité et de faire preuve de convivialité et de se dire, eh ben, en fait, avoir renoncé à des kermesses, c'est grave. En fait, c'est super grave, on n'en parle pas, mais non, non à l'annulation des kermesses. Je me montre un petit peu revendicatif. Et comment cette contrainte-là, en abordant la notion d'espace par le temps, on peut la retourner en faire une opportunité de rituel, de passage ensemble pour se retrouver, mais aussi une opportunité pour apprendre de son territoire et avec son territoire et en lien avec les questions environnementales et de biodiversité, ici en s'appuyant sur les connaissances donc des assos ou des parents pour découvrir ce qui fait le vivant humain et non humain sur son territoire. Voilà, je vous le dis, j'aurais pu vous parler d'un milliard de choses sur la ville à hauteur d'enfant, mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce dispositif-là. On en fera probablement l'édito de la prochaine infolette sur la classe dehors pour dire inspirez-vous, posez-vous vous la question des temps et de comment ça peut vous servir sur vos territoires respectifs. Voilà, je serais ravi de répondre à vos questions dans le dernier temps et je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vais céder derrière la parole à Thomas et puis à Inès et Marilus. Ouais, un grand merci, Benjamin. Moi, je retiendrai le slogan non à l'annulation des kermesses. Je pense il y a un mot fort à retenir là-dessus. On va faire la dernière intervention. Donc, Inès Alaoui et Marilus Storm, qui sont du Forum Grosselin, une association qui est basée dans le canton de Genève depuis 2017, qui travaille sur le processus de transformation du participatif du territoire. Je vais vous laisser en parler, vous en parlerez bien mieux que moi, mais merci d'être avec nous. Puis, à vous la parole. Julie, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais faire Moi, je suis Marilus, je suis géographe, donc je me focalise beaucoup sur cet aspect-là. Julien, je pourrais te faire un petit signe pour les slides. Voilà, super. Et puis, voilà, je laisserai Inès prendre la suite. Donc, vous avez en slide 2 le contenu de notre présentation. Et puis, je vais tout de suite passer sur la slide de la genèse pour vous parler un petit peu de notre terrain de jeu où est né ce projet Faire la ville avec les écoles. En fait, on a... ah,
j'ai pas de carte là, mais c'est pas grave. On a un développement urbain intramuros qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand d'Europe. Et c'est en fait la transition d'un quartier artisanal et industriel vers un quartier mixte de logements et d'activités. Et pour les institutions qui sont en charge du développement du territoire à Genève, ce projet, il doit impliquer les visions des habitants. C'est la raison pour laquelle, depuis 2017, elles soutiennent la création du Forum Grosselin, qui est une association qui organise des chantiers participatifs et citoyens sur différentes thématiques liées à ce quartier futur. Donc, l'eau, l'énergie, les espaces publics verts et ouverts, un habitat 4 générations, des réactifs, toutes ces thématiques qui sont liées au futur quartier et qui sont dans le but de réfléchir à comment on va anticiper le changement climatique dans ces futurs quartiers urbains. Voilà. En 2021, slide suivante, je veux bien. En 2021-22, le Forum Grosselin, il s'engage dans une démarche qui est plus intergénérationnelle, plus large, alors, si on veut bien de 7 à 77 ans. Non, on dit pas 77, on dit 77. Sur les futurs équipements publics et notamment 2 groupes scolaires qui vont être construits dans ce futur quartier. Et là, on regroupe une multiplicité d'acteurs. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de logos sur notre timeline pour réfléchir selon 2 axes. D'abord, l'architecture de ces futures écoles et équipements publics, notamment une piscine, etc. Mais aussi le rôle de l'école dans la vie d'un quartier vivant, avec les allées et venues pendant les horaires scolaires, mais aussi en dehors, car ben, nous, ben, ici à Genève, et je pense en Suisse en général, les cours d'école, elles sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc en dehors des horaires scolaires, il s'y passe beaucoup de choses. Et puis les espaces dans les murs, ils sont aussi mutualisés pour des activités associatives. Donc, c'est vraiment un cœur de quartier, un cœur de ville. Voilà, alors au tout début de la timeline, on voit que, on a passé beaucoup de temps à construire une équipe solide parce que en face, pour parler des écoles, son rôle, sa place dans les milieux urbains, c'est un sujet très sensible et il fallait qu'on soit déterminé. Donc voilà. Et puis tout au long du projet qui continue encore aujourd'hui, on a intégré différents outils et Inès, elle va vous présenter ces différents outils qu'on a mis en place. Juste pour dire, nous, on est tous des architectes et des géographes et c'est l'arrivée d'Inès qui va soutenir la thématique des modes d'enseignement dans ces futures écoles. Voilà, Voilà. slide suivante. Mais alors voilà, comme vous a dit Marilus, donc moi je suis arrivée au Forum Grosselin donc sur le projet qui était plutôt urbanistique, on parlait vraiment de la globalité, puis il y avait ce chantier faire la ville avec les écoles. Donc moi je suis ma formation c'est j'ai eu un master en sciences de l'éducation, donc en analyse et intervention des systèmes éducatifs, donc des enjeux un peu globaux et un peu plus macro de l'éducation. Et donc, ça tombait à point nommé, ce stage. Et finalement, bah, je suis restée, comme vous l'a dit Marie-Luce, on a continué les ateliers. Et là, je vais vous présenter un petit peu les outils qu'on a développés. Donc, au tout début, ces outils-là, il fallait, quand je suis arrivée, alors c'est toujours la slide d'avant, Julien, c'était juste. Pardon, je te ferai signe. Merci. Est-ce que t'es... Voilà, super. Alors voilà, donc pour penser ces outils justement et les mettre en œuvre, il a fallu qu'on s'adapte parce que l'équivalent de l'éducation nationale en France, en Suisse, donc c'est cantonal et nous à Genève, donc c'est le département de l'instruction publique qui gère et qui chapeaute l'enseignement, donc tout ce qui est l'aspect curriculaire, etc., dans les écoles. Donc, il fallait de toute façon qu'on s'adapte aux attentes institutionnelles et notamment à l'institution éducative par excellence qui est donc le DIP. Donc ça a été une phase exploratoire qui a été assez importante. On voit là dans la slide la petite photo de cette flèche, donc cette flèche qui est très connue des parents des enseignants à Genève.
On pourra vous envoyer ultérieurement, si vous voulez, des liens pour aller retrouver plus précisément si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc, on a dû aller s'adapter, regarder un peu toutes les disciplines enseignées et voir où notre projet pouvait s'insérer. Ensuite, il a fallu connaître les enjeux, comme l'a dit Mariluz. Donc, il y a des enjeux bien plus globaux. Donc, on est sur un projet de architecture, urbanisme très très grand, à grande échelle. Donc, il a fallu qu'on pense notre outil en adéquation avec les autres chantiers qui avaient été faits par le Forum Grosselin. Donc, elle vous a dit hein, les réactifs, etc. Donc, Habitat 4 générations. Il fallait que ce soit quelque chose quand même qui soit assez cohérent avec la suite. Et on a fait aussi, on a essayé de regarder un peu, de découvrir ce qui existe ailleurs, ce qui se faisait ailleurs. Et donc on a regardé un peu dans tous les contextes éducatifs, notamment francophones. Marilus a fait beaucoup de travail dans ce sens-là. Elle pourra peut-être vous en dire un mot après si vous avez d'autres questions. Donc voilà. Slide suivante. Alors voilà, du coup, ces ateliers, une fois qu'on les a, une fois qu'on a pensé les outils sont nés. Ces outils, quels sont-ils? Donc on a deux outils en priorité et en fait, au final, qui sont restés parce qu'on a quand même travaillé plusieurs méthodes. Et puis finalement, ce qui est resté, c'est la photo de gauche du bas que vous voyez, qui est, vous verrez après d'autres photos, c'est le plateau de jeu école, qu'on a appelé école avec un K. Donc c'est un plateau de jeu en bois, donc qui vient de, j'ai plus le nom, L'association Canopée l'association Canopée et c'est en France. Archilab, Voilà. voilà, qui l'a développé initialement. Donc c'était plutôt pour travailler le numérique, donc nous on l'a retravaillé pour plutôt penser l'école ouverte, l'école sur la ville. Donc, c'est ce plateau de jeu-là qu'on a créé. Et puis, sur la photo de droite, vous voyez les enfants en train de dessiner. C'est un autre outil qui est les micro-récits. Donc, on fait travailler les enfants sur l'avenir qu'ils souhaiteraient avoir, que ce soit avec l'école, mais aussi en lien avec le quartier. Donc, on fait développer l'imaginaire, etc., pour qu'ils puissent comprendre leur école dans un environnement plus global. Donc, on a fait trois ateliers depuis 2024. On a eu la maison de quartier de Carouge. Donc, le Forum Grosselin est à Carouge. Donc, on a eu la maison de quartier de Carouge avec des enfants de 4 à 12 ans. On a eu ensuite, donc à chaque fois, entre chaque atelier, on fait une restitution, etc. Et on retravaille les outils. Ensuite, on a eu en mai 2025, via l'association des parents d'élèves d'une école carougeoise, on a fait, dans le cadre de la semaine sans écran qui était organisée par cette association de parents d'élèves, un atelier aussi euh, Archilab, plateau école. Et puis finalement, on a eu très récemment, en avril 2026, un centre aéré à Versoix, donc sur une autre commune qui n'est pas liée directement au Forum Grosselin, mais avec des problématiques aussi et puis des enjeux qui sont assez similaires finalement, parce qu'aussi ils vont changer leur lieu d'accueil pour les enfants, donc les enfants sont dans une démarche de compréhension de ce qui va se passer par la suite. Et voilà. Et ça, par contre, pour le centre aéré, on a eu les micro-récits à ce moment-là. Les évolutions, donc nos plateaux de jeu, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a adaptés et on les a travaillés de sorte à ce qu'ils puissent être flexibles. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'échelle de l'école, parfois, c'était pas forcément l'échelle qui était privilégiée par les enfants. Il y avait des fois l'échelle du quartier. Donc on voit sur cette photo qu'il y a deux plateaux. On a un plus petit plateau. Et on a également pensé à faire un deuxième plateau, un plateau, je mets des guillemets, qui est en papier craft. Donc en fait, il n'y a plus les cloisons auxquelles les enfants parfois sont attachés parce qu'ils ont des idées préconçues de l'école avec les murs. Donc ça permet d'ouvrir encore l'imaginaire des enfants, ce qui est super. On a des modules supplémentaires. Donc après nos expériences, on a doublé certains modules, certains éléments de jeu. Et on en a enlevé d'autres, on a adapté. Et puis on a aussi adapté des règles du jeu. Donc les règles du jeu, à la base, c'était pensé pour réfléchir et sur les usages et sur l'espace et la configuration des espaces. Et finalement, là, on a un petit peu modulé ces règles et on a inventé une nouvelle règle qui a été très prisée des enfants pour le dernier atelier, qui est le pairage. Donc on a mis en lien, avant qu'ils puissent aller mettre en pratique leurs idées, c'est de penser quelle utilisation pour quel espace. Et donc ça,
c'est un enjeu fort et puis qui a été très marquant lors du dernier atelier. Il y a aussi autre chose dans l'évolution. On a eu tout ce qui est du domaine de l'observable. On s'est rendu compte, grâce à notamment à Julien, petit Didier qui est là aujourd'hui, qui est venu observer certains de nos ateliers, qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors et au-delà du jeu qui est fait et qui est proposé, et de l'atelier en lui-même. Et donc, on a mis un point de focus sur la nature des interactions entre les enfants, le langage corporel, les points de fixation du débat, parce qu'on est dans un espace de co-construction des idées, apprentissage aussi de la citoyenneté, etc. Donc c'est intéressant de voir comment le débat se crée, s'opère, et puis les points de fixation. Et on a aussi observé le temps qui a été donné aux différentes étapes, et ce qui nous permet aussi de tout le temps améliorer les règles du jeu. Voilà. Slide suivant. Ouais, slide suivante. Super. Je pense qu'on est bon. Alors ça, c'est juste un petit exemple, je vais pas en dire trop, mais c'est juste pour montrer ce qu'on fait de ces ateliers finalement. En fait, on fait une restitution sous forme de rapport avec une analyse qualitative des données. Donc les propos recueillis, cet observable dont j'ai parlé tout à l'heure avec tout ce qui est externe au jeu. Et donc ça, on le fait sur un rapport écrit. Et puis on fait aussi un tableau synoptique. Là, vous avez un petit exemple qui synthétise les besoins au travers des thématiques qui sont ressorties. Donc on fait tout un travail et puis ça permet de vulgariser, synthétiser et puis de pouvoir euh, transmettre au plus grand nombre et notamment aux institutions et puis aux décideurs qui finalement ont la main sur ces sujets. Voilà, slide suivante. Et donc la conclusion, on a deux grandes conclusions qui ont été tirées de ces ateliers. Donc on voit qu'il y a un intérêt des enfants pour l'urbanisme et leur environnement de proximité. Et donc ils se sentent concernés et prêts à collaborer pour co-construire des images des futurs quartiers. Donc là, on voit que même des enfants entre 4 et 12 ans, donc 4 très petits, je pense que c'est l'équivalent de la maternelle chez vous, donc nous, c'est des tout petits, ils arrivent quand même à se mettre autour d'une table, à discuter et à comprendre les notions d'urbanisme, de quartier. Il y a des enjeux d'accessibilité, d'inclusivité qui ressortent. Donc il y a vraiment des choses à tirer de ces ateliers auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Et puis, on voit aussi que les réflexions des enfants, elles sont souvent très réalistes et sensées, tout en ayant beaucoup d'imagination. Donc, on a des outils qui permettent l'imagination, on ouvre à l'imagination. Et que, en fait, finalement, même si on pense que les enfants vont nous sortir l'école sur la Lune qui relie Jupiter avec un toboggan, etc., en fait, finalement pas. Ils sont très réalistes et très sensés, ils ont conscience des enjeux, donc c'est super. Oui, c'est très bien. L'ouverture, donc on a des hypothèses de recherche qui nous ont été inspirées par ces ateliers. Hein, ça reste des hypothèses de recherche et des ouvertures possibles. Donc on s'est rendu compte aussi un peu que en fait l'endroit dans lequel se déroule l'atelier a un impact sur les résultats obtenus. Donc notamment on a fait des ateliers à l'intérieur des écoles, notamment dans une salle de rythmique fermée dans une école. Et puis on a fait des ateliers complètement dehors. Et en fait on voit que les dynamiques sont pas les mêmes. Et donc en fait le lieu euh, influe aussi sur la libération de l'imaginaire et le processus. Et puis, on voit aussi que les outils qu'on a développés, ils permettent aux enfants de mettre en place leur propre méthode de coopération. Donc, d'un point de vue du débat citoyen et de la co-construction et de la participation, tous les enjeux que, en fait, finalement, le Forum Grosselin portait au début, en fait, ça les amène à s'affranchir des contraintes imposées par les facilitateurs. Donc, finalement, nous, on s'efface, au final, ils s'autogèrent et où ils s'approprient ces contraintes. Et donc, ça, c'est des choses très fortes qu'on voit. Donc, il y a beaucoup de choses à tirer de ces ateliers au-delà de l'aspect urbanistique et pédagogique. Voilà, je pense qu'on est bon. Merci. Eh ben, merci, un grand merci Inès et Marilus pour cette présentation super claire et passionnante. Il nous reste un quart d'heure ensemble. C'est le moment où on vous laisse la parole à vous et vous participantes et participants. Si vous avez des questions, des remarques ou des réactions sur les interventions qui ont été présentées. N'hésitez pas soit à Vous les voulez formuler déborder à un l'écrit peu dans dans le vos... chat, ouais, ou soit lever la main. Bah, je vois déjà une première main levée du côté de Christophe Bartholins. J'espère que je l'ai bien prononcé. La prononciation est impeccable, parce que je suis d'origine belge et impeccable. Donc moi j'interviens pour le New Open Bars Lab et Eco to Schools qui a démarré des activités avec un premier éco-campus à Reims
donc avec le village de Courcy et puis les écoles avoisinantes. Donc juste pour témoigner que effectivement, si on veut impliquer les enfants et les jeunes, les activités qui ont été évoquées au départ par Benjamin sont vraiment importantes. Euh, Là, je vois que le village, ils ont, ces dernières années, ils ont mis en place un potager en permaculture, ils ont mis en place différentes activités associées à ça. Ils ont planté en 2024 une forêt, une micro-forêt. Et en 2025, ils ont planté des haies avec l'association des chasseurs en pleine nuit. Donc, c'est pour ça que ça m'a parlé l'expérience, puisque le village termine toujours par un moment de convivialité qui fait partie de l'ADN du village. Peut-être point de vigilance qui pourrait être travaillé au sein de Classe dehors, la fabrique PEDA, c'est que je pense qu'il y a un vrai fossé générationnel pour autoriser les jeunes à faire. Et donc, nous, dans le New Open Bars Lab, on essaie véritablement de travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on va donner la priorité aux jeunes et on leur donne l'autorisation de faire? C'est culturel, c'est-à-dire que les personnes adultes donc ont tendance à expliquer aux jeunes comment il faut faire et à vouloir tout sécuriser avant même que le jeune puisse tenter quoi que ce soit. C'est l'inverse qu'il faut faire. Un jeune peut parfaitement prendre des risques contrôlés et surtout, s'il se trompe, il va pas se décourager, il va recommencer derrière. Et ça, c'est très important. Donc, je pense qu'actuellement, à Courcy, ça travaille avec un collectif citoyen. C'est pour ça aussi la deuxième, le témoignage que viennent faire Inès et Marilus est important aussi. Mais dans les collectifs, c'est tout de même beaucoup les retraités qui font tourner ces collectifs. Et les retraités ont ces problèmes. On travaille actuellement avec Courcy justement pour dépasser les blocages. Les retraités ont beaucoup du mal à dépasser leur disponibilité de temps. Ils ont du mal à pouvoir bien se dire qu'il y a d'autres personnes qui pourraient prendre place dans le collectif et que donc il faut tenter des invitations ouvertes. Donc ils font les invitations ouvertes, mais ça reste toujours avec le même groupe qui anime. Donc, nous, on les challenge actuellement pour dire que pour les activités, on fait des activités sur les mobilités douces, ville du quart d'heure. On est dans le cadre d'un projet de recherche européen. Et là, on leur dit, il va falloir fonctionner en tandem, parce qu'on voit très bien que l'intergénérationnel, il va pas se produire naturellement. Et donc, on leur dit que vous puissiez être là aux activités ou pas avec un jeune, vous mettez en paire avec un jeune pour forcer le destin quelque part, en sachant que le ventre mou au milieu, qui est difficile, c'est d'impliquer les parents, les adultes actifs qui, eux, sont un peu dans le déni du changement, en train de regarder les choses, et en même temps voient leurs enfants qui sont en train de s'intéresser à ces sujets-là. Et donc, c'est très intéressant l'alchimie qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants par rapport à ça. Dernier point sur les enseignants, c'est vraiment compliqué d'impliquer les enseignants au-delà de leurs heures de travail. Je vois que c'est un problème structurel dans l'éducation nationale et c'est un problème culturel. Je ne le vois pas dans d'autres pays. Et donc, je pense qu'il faut véritablement créer un collectif d'enseignants engagés pour dépasser ces blocages euh, au niveau institutionnel et puis aussi avec les équipes dirigeantes, parce que là, on voit bien que aussi bien au niveau de l'académie, puisque nous on travaille avec l'académie de Reims, et au niveau des principaux d'établissements ou directeurs d'établissements parfois décentralisés, c'est un vrai problème parce qu'on commence par ceinture, bretelle, parachute et toutes les contraintes et bah, finalement on ne fait pas. Merci, Voilà. merci Christophe pour tous ces retours. On va laisser la parole à d'autres. Et puis, non, mais merci, c'est très riche. Et puis, ça fait peut-être aussi le lien avec une des questions qui a été posée dans le chat, auquel Inès et Marie sont déjà un petit peu répondu, mais sur l'ouverture des écoles. Est-ce que vous voulez donner un petit peu plus de détails là-dessus, Inès et Marie, sur l'ouverture des écoles la nuit dans le canton de Genève? Le micro est Juste coupé. avant de rebondir là-dessus, on a mis dans le chat un lien qui vous emmène sur le site des enseignants pour le climat par rapport à ce que disait Christophe juste avant. Effectivement, il faut mobiliser les enseignants aussi. À Genève, ils se sont mis ensemble
et ils ont formé un collectif qui s'appelle Enseignantes pour le climat. Par rapport à l'ouverture des écoles alors c'est surtout les cours de récréation et on voit même aujourd'hui des écoles plus récentes. Je vois à Bellevue, qui est une petite commune à côté de Genève, où la cour d'école n'est pas du tout fermée, c'est-à-dire il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de mur, elle est complètement traversante et en fait elle est devenue une place au cœur de cette commune. C'est une culture aussi qui ne va pas non plus sans problème, hein. On a parfois un peu de délinquance et dans ces cours la nuit, etc. Mais c'est très, ouais, je sais pas, c'est pas, il n'y a pas de débordement. Et effectivement, il y a des jeux en permanence entre parents, entre enfants. Les enfants s'y retrouvent ils peuvent y rester après les heures scolaires. C'est comme tous les espaces publics, il y a des temporalités. Ben voilà, c'est les plus jeunes en fin d'après-midi, remplacés par les 10, 14 ans par un peu plus tard en début de soirée, puis par les 18, 25 encore plus tard. C'est comme tous les espaces publics en fait. Et c'est intégré dans la vie du quartier. Après, c'est vrai que c'est pas l'intérieur des écoles. L'intérieur des écoles, il est mutualisé, mais c'est contractuel avec des associations qui proposent des activités à la population. Moi, j'ai fait des cours de yoga dans une Oui, salle de rythmique, dans une école à côté Zumba. de chez moi. Très bien. Voilà. Mais c'est des contrats entre une association et un directeur d'école. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que c'est culturel, ça a Mhm. toujours existé, hein. Et puis Donc, on peut louer aussi tous les, bah, par exemple les salles de gym, de rythmique, etc. On peut les louer aussi à partir hors temps scolaire pour des associations. Donc voilà, ça permet de mutualiser les espaces et pas de créer un gymnase public à part entière qui serait hors en plus de l'école ou de multiplier certains espaces pour rien parfois, pour le peu de temps où ils sont utilisés. ouais. Donc on a cette possibilité, oui. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Christophe, moi je suis tout à fait d'accord sur qui s'implique dans ces démarches. C'est vrai que c'était la volonté du Forum Gosselin d'ouvrir aux plus jeunes. Euh, et ça a commencé par faire la ville avec les écoles. Donc, on a pu impliquer vraiment des enfants en âge scolaire Il a fait un avec caché. l'implication et l'intérêt qu'ils ont pour les milieux, enfin l'urbanisme en général. Mais aujourd'hui, il y a un autre chantier participatif et citoyen qui s'appelle Faire la ville et en fait qui travaille avec Les ados, ouais. des ados. Jeunes Je crois que adultes. c'est 14, 18 ou Ouais. 14, 20 et qui s'associe avec d'autres associations de la commune de Carouge qui travaillent avec les jeunes. Voilà. Ils ont des Donc fonds. c'est quelque chose qui est vraiment dans l'esprit du Forum Grosselin en tout cas. Après, pour les adultes, les actifs, Ouais. c'est vrai que c'est plus difficile. Moi, je trouverais intéressant de réfléchir à ça. Comment est-ce que Christophe le disait très bien, comment est-ce que on arrive à laisser les adultes euh, donner cette place aux enfants? Comme le disait Inès, ils n'ont pas des idées complètement stupides. Enfin, ils ont Non. des idées vraiment sensées. C'est aussi la raison pour laquelle on fait des restitutions, à la fois pour les institutions, avec des outils pour les cahiers des charges des futures écoles, donc pour des architectes et des urbanistes, mais aussi vous verrez sur le site du Forum Grosselin, il y a des restitutions qui sont grand public. Donc pour essayer de motiver des adultes qui ne sont pas des urbanistes et des architectes. Mhm. Super. Merci à toutes les deux. Je vois que ça fait réagir dans le chat, notamment Corinne qui pourra compléter. Puis je crois que Benjamin, tu voulais réagir aussi. Ouais, non, bah non, je plus soit le propos de Corinne sur l'engagement des enseignants qui est plein et entier et pas forcément là où on l'attend. Effectivement, là, le sujet qui est abordé, les complexes en France, c'est l'autorisation des maires, c'est une autre compétence et il y a un enjeu de coordination avec les services de nettoyage. Enfin bref, c'est des moyens supplémentaires que toutes les communes n'ont pas forcément. Mais là, je voudrais réatterrir sur un échange, une initiative à l'étranger qui s'appelle Trace ton chemin, c'est en Belgique, à Saint-Gilles, une des 26 communes de Bruxelles,
C'est une opération annuelle et cette année, j'y étais. On a distribué 2600 perches avec des craies. Et on a juste demandé aux enfants de tracer leur chemin pour marquer leur présence sensible dans la ville, de chez eux jusqu'à l'école. C'était trop mignon, ça mobilisait les parents. Il y avait des cafés organisés devant certaines écoles le matin, donc il y avait plein de discussions entre les parents sur la question de la place de la voiture, du pourquoi de l'opération. Et c'est aussi une manière très poétique de visibiliser la présence de l'enfant dans la ville, y compris dans des endroits où on ne sait pas forcément qu'il passe. Voilà, donc c'est très sympa et vous avez un kit open source qui est disponible. Mais sinon, sans avoir besoin de kit, c'est une perche en bois, une grosse craie et un élastique. Voilà, et on sait qu'il y a des enseignants qui ont prévu de mettre ça. Voilà, on parlait de l'engagement hors temps scolaire des enseignants. Et ben là, on a un exemple. Moi, j'ai plein d'enseignants qui m'ont demandé le kit des directeurs et des directrices d'école et qui trouvaient ça très sympa à organiser dans leur ville ou leur village avec leur école et leurs élèves. Il y a Et Corinne qui oui, les demande images, s'il y a des c'est le images. lien que je vous ai. Je vous le remets, trace ton chemin. Voilà, vous avez une petite vidéo, là, c'est celle de 2024, avec une chanson qui est une reprise de Anne Sylvestre adaptée, qui est très sympa. Et qui rentre dans la tête, je vous préviens, si vous la regardez. Merci d'avoir prévenu. Et bien voilà, 14h55, on arrive à la fin de nos échanges, sauf s'il reste une question brûlante. Ouais, Nicole Laverne, qui voulait- est-ce que je peux prendre la parole? Je voudrais bien faire part de nos expériences qu'on a menées en Alors apéro. vraiment Donc, très rapidement, parce qu'il nous très reste rapide. 5 minutes Alors, en fait, et on pour tient à finir à rebondir l'heure. sur ce qu'ont fait Inès et Marilus, on a monté des ateliers où on propose donc, des ateliers aux enfants pour les sensibiliser au dérèglement climatique. Et à partir de ces ateliers, ils vont choisir comment changer leur école avec des actions. Donc, alors les plus petits vont faire des dessins et proposer des choses, et les plus grands, ils vont intervenir avec les mairies pour pouvoir mener des actions. Et ces ateliers ont été financés notamment par la prévention, l'association Prévention Maïf, et proposés dans notre département. Et c'est assez intéressant justement de voir que les enfants, eh ben, quand on leur explique des petites choses comme ça qui concernent le climat, ils ont plein de très bonnes idées. C'est sûr. Un grand merci à toutes et tous. On se retrouve donc, comme je le disais en début de séance, pour la prochaine séance qui a lieu de mémoire je viens de revérifier, le 16 septembre, qui traitera de la thématique de la santé, ce qui est thématique du lien entre la classe dehors, l'éducation dehors et la santé. Comme je le disais aussi en début de séance, ces webinaires ils sont organisés gratuitement et tous les replays sont disponibles gratuitement. Et donc, on en appelle à votre soutien. Et puis, je repartage le lien pour mettre en place un don mensuel pour soutenir l'organisation de ces séances. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à remercier très chaleureusement Inès, Marilus, Corinne, Benjamin, Julien pour l'organisation. Et puis, vous souhaiter un très bon été en espérant qu'on ne souffre pas trop de la chaleur. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Un grand merci à toutes et tous.